Après l'unification de l'Asie centrale sous la dynastie bouddhiste Khitan, des petits Khitan, des Kara Khitan venus du nord de la Chine, d'une Asie centrale en grande partie turcisée, à part un certain nombre de régions sogdiennes dont la population est devenue persanophone, tadjikophone, l'Asie centrale islamisée, elle l'était déjà dans le cas de la Sogdiane avant la turcisation et l'iranisation. Elle est contemporaine de sa turcisation en grande partie pour ce qui concerne le bassin du Tarim. Cette unification donc d'un territoire où on parle une même langue turque à dominante karlouk, un territoire à l'unité religieuse relativement étendue, islamisé, musulman, sunnite. Ce territoire va être conquis par Gengis Khan. C'est une des premières cibles avec, bien entendu, la dynastie Qin de Chine du Nord et de Mandchourie, à être attaquée par Gengis Khan au moment de la formation de l'Empire mongol. Il y a deux autres territoires qui sont ciblés par les Mongols et conquis par les Mongols. L'espace iranien, qui avait été unifié par les Seldjoukides, l'espace iranien, Iran et Irak, qui va devenir l'espace de la dynastie Ilkhanide, une des branches de la famille Gengis Khanide. Et l'autre espace, l'espace de la Russie actuelle, l'espace en grande majorité européen, celui des plaines qui étaient peuplées de Kipchaks et des Koumanes, des turcophones, qui étaient encore païens, très superficiellement islamisés, en voie d'islamisation à cette époque-là, et qui vont constituer la fondation des différents khanats tatars de l'époque médiévale tardive et moderne, et donc de ces populations turcophones de Sibérie et de Russie européenne. Ce qui donc forme quatre espaces. Un espace chinois qui va être le cœur de la dynastie mongole unifiée à l'époque de l'empereur Kubilai Khan, celui dont parle Marco Polo, inclut bien sûr la Mandchourie et la Mongolie. Cet espace chinois est contrôlé par la dynastie Yuan, donc la branche de la dynastie Gengis Khanide chinoise. Et l'espace qui nous intéresse, l'espace qui était unifié par les Karakhitans, est l'espace de la dynastie Gengis Khanide des descendants de Tcharatai, donc on va appeler les Tcharathaïdes. Et donc notre espace concerne une autre dynastie que celle qui concerne la Chine. Il concerne aussi une autre dynastie que celle qui concerne l'Iran. Il concerne enfin une autre dynastie que celle qui concerne la Sibérie occidentale et la Russie européenne. Donc quatre espaces culturels historiques, quatre dynasties Gengis Khanides différentes, et deux de ces espaces dynastiques Gengis Khanides sont turcophones. Le pays qui deviendra le pays tatar, et le pays qui est l'ancien espace turcisé par les Karlouks et dominé par les Karakhitans, le Khanat de Tcharatai, dont la langue karlouk, celle qui est parlée aussi bien dans le bassin du Tarim par des populations qui commencent à s'identifier comme des Ouïghours, que dans le bassin de la Moudaria et du Sirdaria, par des populations qui ne se considèrent pas encore comme des Ouzbeks, en revanche. Cette langue va porter le nom de la dynastie mongole Gengis Khanide de Tcharathaïde. Et donc on l'appelle la langue Tcharatai, c'est la langue classique jusqu'à l'invention par les soviétiques de concepts de langue ouzbek et de concepts de langue ouïghour à peu près au même moment, de concepts ethno-national, linguistique, moderne du ouïghour et de l'ouzbek. Pour toute la période médiévale et moderne, à partir du XIIIe-XIVe siècle, on parle du turc Tcharatai, du turc qui se parle à la cour du Khanat de Tcharatai, la branche Gengis Khanide qui contrôle l'Asie centrale. Cette longue introduction, pour illustrer également donc ce très bel acte chinois que l'on voit inscrit en alphabet ouïghour, justement cet alphabet qui vient du sogdien, cet alphabet emprunté pour la langue turque ouïghour de la dynastie du Khakanat ouïghour du 8e et du 9e siècle, est emprunté par Gengis Khan pour créer un alphabet pour la langue mongole, qui est jusque-là une langue très marginale dans le monde des steppes du nord au nord de l'Asie centrale. Et puis on voit ces deux tampons, ces deux marqués avec des sinogrammes, des idéogrammes chinois, donc ça incarne bien la rencontre entre ce monde des steppes, le monde de l'Asie centrale, et le monde de l'administration chinoise au sein de la dynastie Yuan, donc la partie chinoise de l'empire Gengis Khanide. Alors dans ce contexte d'unification du monde, le
l'élément intéressant, ce sont les deux voyages parallèles mais en sens inverse de Rabban bar Sauma et de Marco Polo. Le voyage de Marco Polo est bien connu, hein, on en a ici une partie de l'itinéraire. Donc un itinéraire qui le conduit à traverser les territoires contrôlés par la branche irano-irakienne de la dynastie Gengis Khanide, les Ilkhanides, Tabriz, l'Iran, la Bactriane, et de Bactriane, il passe donc dans le bassin du Tarim. Malheureusement, le récit qu'il nous fait du bassin du Tarim n'a pas un grand intérêt, mais il illustre en tout cas un des itinéraires privilégiés de la route qui est appelée ici sur cette carte germanophone la route de la soie, mais qui est simplement la route commerciale internationale qui traverse l'empire Gengis Khanide, qui relie la dynastie Yuan à la dynastie Ilkhanide à travers la dynastie Tcharataïde de l'Asie centrale. Or, il y a un autre personnage qui traverse cette route, qui emprunte cette route, qui traverse l'Eurasie, qui relie la Chine à l'empire Ilkhanide, à travers l'empire Tcharataïde, c'est Rabban bar Sauma, accompagné de l'évêque Marc de Khan Balerq étant le nom mongol de la ville que les Chinois appelleront Pékin. Pékin est une fondation de la dynastie Yuan, de la branche Gengis Khanide de Chine. Marc de Khan Balerq et Rabban bar Sauma donc, sont des prêtres chrétiens de Chine qui viennent à la cour Ilkhanide rencontrer le haut clergé de leur église, l'église syriaque orientale, l'ancienne église de l'empire sassanide qui s'est développée au sein de l'empire abbasside et qui a touché la Chine à l'époque Tang, au 7e et 8e siècle. Et il se trouve que l'itinéraire de Rabban bar Sauma, comme celui un peu de Marco Polo, mais en sens inverse, continue à travers le continent européen en Méditerranée, où il vient à la rencontre de l'église catholique latine. Donc cette carte résume un petit peu la problématique. Donc on a ce Khanat Tcharatai ou Tcharataïde, donc la branche centra-asiatique de l'empire Gengis Khanide. À l'est, le Khana Yuan, qui contrôle la Mandchourie, la Mongolie, la Chine, on l'a dit, le corridor de Gansu, qui est intégré à la Chine généralement, et aussi le Tibet, mais pas le bassin du Tarim. À l'ouest, on a au nord-ouest le Khana donc de la Horde d'Or, la branche qui va donner les Tatars, le Khana qui contrôle donc l'espace sibérien, le Kazakhstan actuel bien entendu, et la Russie européenne. Donc on a ici l'itinéraire de Marco Polo, d'ouest en est, par Herat, la Bactriane, qui passe l'école entre le Pamir et le Tian Shan, qui rejoint Kashgar, le haut lieu de l'ancienne dynastie Karakhanide, le haut lieu de turcisation et d'islamisation, qui rejoint Khotan, l'ancien haut lieu bouddhiste de culture Sakka et de culture indianisante, mais désormais islamisé et turcisé, et qui longe donc l'itinéraire au sud du bassin du Tarim pour rejoindre donc le corridor de Gansu. Et dans l'autre sens, l'itinéraire de Rabban bar Sauma, qui reprend exactement les mêmes étapes par le corridor de Gansu, qui rejoint Khotan, Kashgar, et cette fois-ci qui passe un autre col du Tian Shan pour rejoindre Suyab, l'ancienne capitale Karakhanide. Il passe par la Transoxiane proprement dite, par Bukhara et la Margiane. On a ici un portrait donc du grand empereur de la dynastie Yuan, le fondateur de la dynastie Yuan, donc de la branche chinoise de la dynastie Gengis Khanide. Alors cette représentation est intéressante parce qu'elle permet d'illustrer un petit peu le monde mongol, ce grand continent asiatique mongol, où Hulagu Khan est le fondateur de la branche Ilkhanide, de la branche irano-irakienne de la dynastie Gengis Khanide. C'est donc l'homologue de Kubilai Khan pour la partie occidentale de l'empire. C'est le territoire qui abrite le haut clergé et le patriarcat de l'église syriaque orientale, à laquelle appartient Rabban bar Sauma, Marc de Khan Balerq. Et ces deux représentations, l'une écrite en caractère persan et qui mentionne Hulagu Khan ici, et cette représentation syriaque qui représente le même Hulagu Khan ici, et son épouse Dokuz Khatun dans les deux représentations, rappellent en fait deux éléments de la mythologie. L'un, une mythologie plus iranienne ou des légendes iraniennes, avec donc une représentation d'Hulagu Khan en Khosrow, l'empereur sassanide, et de son épouse Dokuz Khatun en Shirin, l'épouse chrétienne de Khosrow II au début du 7e siècle. A l'inverse, sur ce manuscrit syriaque, on retrouve Hulagu Khan et Dokuz Khatun, mais cette fois-ci
en Constantin et Hélène portant la vraie croix. Et pourquoi est-ce aussi important? C'est parce que Hulagu Khan, lui, est tengriste, il est de la religion officielle Gengis Khanide, mais son épouse vient d'une tribu mongole chrétienne. Une tribu mongole qui est donc liée au monde de Mark de Khan Balir et de Rabban Bar Sauma, qui sont venus de Chine à la cour d'Hulagu Khan rencontrer le patriarche de leur église. Marc de Khan Balir est élu nouveau patriarche nestorien, nouveau patriarche syriaque oriental. Il est élu sous le nom de Yahballah numéro 3. Et en allant en Occident, il rencontre les moines occidentaux, notamment un certain Richaud de Montcroix. Donc le moment de Gengis Khan, c'est aussi un moment qui met en communication un monde chrétien oriental, asiatique, qui s'était développé à l'époque islamique, dans le monde de contact entre la Chine et le monde iranien, et donc à travers les monastères qui notamment étaient présents dans le bassin du Tarim. La dynastie Gengis Khanide Charataïde, la branche donc de l'Asie centrale, elle a laissé peu de vestiges en réalité, un petit peu du côté donc ex-soviétique et un peu moins du côté chinois. En fait, le principal monument de cette époque, c'est le mausolée du dernier grand khan de cette dynastie Charataïde, Turluk Timur, qui va laisser sa place à Tamerlan. Tamerlan étant donc un émir, un général issu d'une autre tribu mongole installée en Asie centrale, dans la partie ex-soviétique, dans la partie occidentale de l'empire Charataïde, et qui va développer son propre émirat et qui va conquérir et réunifier l'ensemble de l'Œcumène, comme à l'époque seldjoukide avant lui, comme à l'époque abbasside avant lui, comme à l'époque sassanide avant lui, comme à l'époque hellénistique, comme à l'époque achéménide, toujours le même espace, un espace qui exclut le Tarim, malheureusement pour nous. Ce qui implique que la dynastie Charataïde, en réalité, se replie dans la partie nord de steppe, en dehors de l'Œcumène, et dans la partie orientale, dans le bassin du Tarim, justement. Et la dynastie Charataïde, si elle est renversée d'Asie centrale à la fin du XIVe siècle, de l'Asie centrale ex-soviétique, de la partie occidentale, dans la partie orientale et septentrionale, elle continue à prospérer. Et la partie orientale, nord, va être appelée le pays des Mongols, par opposition au pays des Turcs, qui est l'Asie centrale sédentaire occidentale. Et ce pays des Mongols, donc en persan, se dit Mogolistan. Donc c'est le pays Mogolistan. Ça va être le terme générique par lequel on va désigner le territoire Charataïde oriental. Le territoire où la dynastie Gengis Khanide Charataïde continue à prospérer jusqu'à l'époque moderne. Alors ce tombeau est extrêmement impressionnant, c'est un des plus beaux, et il est sur la frontière avec le Kazakhstan, mais légèrement du côté chinois de la frontière actuelle. Et il incarne bien ce dernier feu de cette grande dynastie Charataïde, unifiant les deux bords de la chaîne montagneuse du Tian Shan, l'Asie centrale anciennement sogdienne et l'Asie centrale anciennement tokharienne. On a ici un certain nombre de détails de cette faïence extrêmement sophistiquée qui se développe à la fin de l'époque mongole, et notamment à l'époque timouride pour l'Asie centrale, pour l'Ouzbékistan, pour le Tadjikistan, pour l'Afghanistan. D'autres éléments de détail ici. Donc on retrouve le modèle général de l'architecture irano-turco-iranienne ou iranienne d'Asie centrale, avec des grands portails qu'on appelle pushta, et avec une arche à l'intérieur du cadre, et cette arche qui forme des écoinçons qui sont ici décorées de manière assez originale, et ces arches qui sont elles-mêmes en général gravées d'inscriptions en asr, donc le style cursif de l'inscription arabe. D'autres éléments architecturaux pour cette époque lointaine, donc notamment la mosquée Qaria Atiqa, donc de l'arabe Atiqa, qui veut dire ancienne, qui se trouve à Khotan, justement, cette ancienne grande cité Sakka, de culture indienne, de religion bouddhiste, qui a été islamisée, turcisée au cours du XIe siècle. À Khotan, on a donc cette mosquée relativement ancienne, du XIIe, XIIIe siècle, qui a malheureusement été détruite par les autorités chinoises pour des raisons incompréhensibles. Et à droite, vous pouvez voir la mosquée d'Eidgah, ce qui veut dire l'espace pour la prière, en persan, ou en Aïd en arabe et Gah en persan, et qui date donc du XVe siècle, de la fin de cette seconde période de la dynastie Charataïde, la dynastie du Mogolistan, la dynastie orientale Charataïde, qui est bien évidemment dans son état actuel très très restauré, comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est pas une mosquée, c'est l'espace principal d'un espace de prière ouvert, un espace de prière ouvert pour les prières des fêtes, des grandes fêtes, de la fête du mouton par exemple.
Donc l'Empire timouride, on le voit à l'ouest, hein, il réunit l'ensemble de l'Okoumène. Alors ici, il est représenté dans sa plus grande extension, lorsqu'il domine même le sultanat de Delhi, car Timour a envoyé des expéditions jusqu'en Anatolie, où il a battu les Ottomans à Ankara. Il envoie des expéditions dans le Moyen-Orient contre les Mamelouks d'Égypte et de Syrie. Il envoie des expéditions contre les principautés russes de Moscovie, donc contre Moscou, et il envoie des expéditions aussi contre le sultanat de Delhi. Donc c'est vraiment des expéditions qui vont aux confins du monde connu de l'époque. Et il projetait, à la veille de sa mort, il projetait de marcher pour punir les Ming, dynastie chinoise qui avait renversé les Yuan, la dynastie Gengis Khanite de Chine. Et donc il aurait cumulé l'ensemble des grands empires sous son contrôle. Et ça n'a pas été le cas, et c'est ce qui préserve en fait l'indépendance du Mogoulistan, donc la partie non timouride de l'ancien Khanat Charataïd. Le Mogoulistan occidental, qu'on voit au nord du Tien Shan, et le Mogoulistan oriental, surtout au sud du Tien Shan, et également donc la région d'Urumqi, l'actuelle capitale du Xinjiang. Et donc là, on voit commencer à se former le Xinjiang tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec cette frontière entre Mogoulistan occidental et Mogoulistan oriental. La dynastie Ming, quant à elle, en Chine, hérite de la dynastie Yuan un contrôle nominal sur le Tibet, qui reste donc un protectorat de la Chine, était un protectorat de la Khanbaliq Yuan, et elle devient un protectorat de la Pékin Ming. Simplement pour illustrer, pour se rendre compte de la puissance de cet empire timouride avec ce palais de Tamerlan à Samarcande, capitale qu'il a choisi non loin de son village d'origine. Alors pour cette dynastie Charataïde qui se transforme à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, au moment où le monde des dynasties se transforme de manière générale, le moment où les Ottomans battent les Mamelouks, le moment où les Safavides réunifient l'espace irano-irakien un temps, et puis surtout iranien ensuite, et créent une religion d'État chiite, où les Ottomans créent leur religion d'État également sunnite, en se désignant eux-mêmes comme califes, où les nouvelles dynasties apparaissent aussi en Asie centrale, avec l'irruption des Gengis Khanites ouzbeks, qui vont construire l'identification nationale des turcophones d'Asie centrale, qui parlaient le karlouk, qui parlaient la langue classique, appelée encore Charataïde au XIXe siècle. Ces nouvelles dynasties, parmi toutes ces nouvelles dynasties, la dynastie Charataïde prend un virage et devient donc le sultanat de Kashgar. Et donc ici, vous pouvez voir la tombe du premier sultan de ce sultanat de Kashgar, donc dernier vestige de l'empire du Khanat Charataïd, un vestige donc d'une dynastie complètement islamisée, turcophone, mais qui continue à insister sur son origine Gengis Khanide, comme certains Khanats ouzbeks de l'autre côté. Voici un détail de cette pierre tombale, avec une très très belle dédicace en Nasr Toulout. Une autre vestige de mosquée, avec donc ici très clairement une inspiration indo-mongole. Donc les Mongols sont une branche de la famille timouride, des descendants de Tamerlan, qui, échouant à conserver, face à l'invasion ouzbek, à conserver leur principauté dans l'Asie centrale ex-soviétique, ont repris le grand couloir de migration qui les a conduits à travers l'Hindoukouche jusqu'à conquérir le sultanat de Delhi et l'Inde du Nord et à former l'empire moghol, a donc désigné comme mongol en raison de leur origine timouride, bien que ce fût des populations qui étaient turcophones jusqu'à leur arrivée dans le nord de l'Inde. Et donc on a des contacts entre ces différents groupes, évidemment, de culture turco-mongole musulmane du nord de l'Inde et du bassin du Tarim. On retrouve ces mêmes contacts qu'on avait dans l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Donc à gauche, le mausolée à Bakhoja, d'inspiration typiquement indienne, et à droite avec un modèle qui rappelle beaucoup plus notamment le minaret, notamment le pushtak, le portail principal, qui rappelle donc les modèles architecturaux qu'on trouve dans l'Asie centrale ouzbek de cette époque, entre le XVIe et le XVIIIe siècle.